Alors, donc, on va continuer sur la partie cours. Donc, ce matin. Donc, ce matin, on va donc passer à la partie web. Donc, notamment, voir comment développer les applications web basées sur l'architecture J2E. Alors, en principe, donc la même chose comme on a fait avec la partie accès aux données. Donc, on va revenir sur les bases d'abord, les bases de la technologie web. Et après, par la suite, donc, nous allons voir en fait, quelles sont les bonnes pratiques, c'est-à-dire comment utiliser notamment des frameworks comme Spring MVC pour développer la couche web d'une application. Alors, je vous rappelle que dans une application, alors, principalement, c'est-à-dire ce semestre-là, donc on va s'intéresser à développer des applications qui reposent sur cette architecture. Bon, c'est ce qu'on appelle des architectures monolithiques, c'est-à-dire une application en un seul bloc, dans lesquels donc, on aura souvent besoin d'utiliser un système de gestion de base de données. Et après, l'application elle-même va être déployée dans un serveur d'application. Alors pour nous, donc, le serveur d'application, donc la notion de serveur d'application, il est lié à deux choses. D'abord, il y a le conteneur, il y a le conteneur web, le web container. Dans notre cas, c'est Tomcat. Parce qu'en fait, il vous faut quand même un serveur qui va jouer le rôle de serveur HTTP. D'accord? Alors, donc, Tomcat pour nous, donc, c'est le conteneur web, il va jouer le rôle de serveur HTTP. C'est-à-dire, c'est le serveur web. Mais en même temps, on va voir, il va jouer le rôle de ce qu'on appelle de moteur de servlet. C'est le conteneur de servlet, ou bien le moteur de servlet. Donc, pour les applications, en principe, les applications qu'on va utiliser, donc c'est des applications qui vont baser sur le conteneur web Tomcat. Et après, en fait, serveur d'application, si vous voulez, vous pouvez dire serveur d'application égale à quoi? Égale, il vous faut un framework qui permet de faire l'inversion de contrôle. Alors, dans notre cas, c'est Spring, n'est-ce pas? Parce que c'est Spring qui va faire l'inversion de contrôle. Donc, je vous rappelle que l'inversion de contrôle, c'est-à-dire permettre aux développeurs de se concentrer sur le code métier. Et après, c'est le framework qui va s'occuper de tout ce qui est technique. Donc, Spring qui fait l'inversion de contrôle. Alors, donc, si vous prenez le conteneur web Tomcat plus Spring qui fait l'inversion de contrôle, vous avez ce qu'on appelle un serveur d'application. C'est que l'application qu'on développe donc, va être basée sur un serveur d'application qui pour nous Tomcat plus Spring. Et l'application se compose d'un ensemble de couches. Donc, il y a la couche métier. C'est là on va donc implémenter la logique métier de l'application. Il y a la couche DAO. Pour ça, on a bien travaillé ça. Notamment, c'est là on va utiliser GPA et JDBC, GPA, Hibernate, Spring Data. Donc, on a vu comment faire. Et après, maintenant, aujourd'hui, donc, on va s'intéresser à ça, cette partie. C'est-à-dire comment développer la couche web d'une application. Alors, pour cela, donc, il faut savoir une chose, c'est que dans l'architecture J2E, alors, dans l'architecture J2E, donc, vous avez donc, dans l'architecture J2E, donc, vous avez, pour développer une application web, vous avez, en fait, vous allez utiliser deux types de composants qui existent dans l'architecture J2E, dans les specs J2E, en principe. Notamment, il y a Servlet et JSP. Alors, comment ça marche? Alors, généralement, quand un browser envoie une requête HTTP, alors toutes les requêtes HTTP qui sont envoyées par le client HTTP, le browser, généralement vont être reçues par un conteneur web. D'abord, dans notre cas, c'est Tomcat. Et chaque requête HTTP va être envoyée vers un composant qui s'appelle Servlet. Alors, en fait, Servlet, c'est quoi? C'est une classe Java. C'est une classe Java qui va effectuer des traitements côté serveur. C'est-à-dire que toutes les requêtes HTTP que vous envoyez du client HTTP vers le serveur seront à destination d'un composant qui s'appelle Servlet.
Alors, servlet, c'est quoi son rôle? Son rôle, c'est de recevoir la requête HTTP. Et à partir de la requête HTTP, le composant servlet va utiliser un objet qui s'appelle request. Alors cet objet request, il va permettre de lire les données de la requête HTTP. Donc avec request, on va lire les données de la requête HTTP, c'est-à-dire toutes les données saisies par l'utilisateur, ils vont être reçues par la servlet en utilisant l'objet request. Alors pour lire toutes les données de la requête HTTP, il y a un seul objet qui va être utilisé, c'est l'objet request. Request, c'est pour lire les données de la requête. Et après, une fois qu'il va lire les données de la requête, après, il va faire les traitements. Alors, généralement, pour déclencher des traitements, souvent, on fait appel à la couche métier. C'est dans la couche métier qu'on va déclencher des traitements. Et après, qu'est-ce qu'il fait la couche métier? Il va retourner des résultats. Alors, bien sûr, la couche métier elle-même, il va faire appel à la couche DAO, n'est-ce pas? La couche DAO va communiquer avec la base de données, on récupère des données. L'essentiel, à la fin, vous avez des résultats. Par exemple, je veux afficher la liste des patients. J'appelle une méthode qui s'appelle getPatient. Il va vous retourner les résultats. C'est quoi? C'est la liste des patients. Alors maintenant, le composant servlet, quand il reçoit donc les résultats, qu'est-ce qu'il fait? Généralement, il va les stocker. Il va les stocker dans un objet qui s'appelle le modèle. Alors c'est quoi le modèle? C'est juste un objet dans lequel le composant servlet va stocker les résultats. Alors pourquoi il va stocker les résultats dans le modèle? Parce qu'en fait, servlet, c'est une classe Java. Composant servlet, c'est une classe Java. Et dans une classe Java, ce n'est pas pratique de générer des codes HTML. Si vous voulez générer des codes HTML dans une classe Java, c'est pas pratique. Vous allez voir, c'est pas vraiment fait pour ça. Donc une servlet, elle est faite pour effectuer des traitements contre un serveur. Mais si vous voulez générer une réponse HTTP au format HTML, alors en fait, ce n'est pas la servlet qui va faire ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire la servlet? Eh bien, tout simplement, il fait appel à un autre composant qui s'appelle JSP. Alors JSP, ça veut dire Java Server Pages. C'est exactement comme PHP, c'est-à-dire ou l'ASP classique. Alors en fait, une page JSP, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il fait appel à la page JSP, la page JSP, donc il a besoin tout simplement de générer des codes HTML. Mais pour générer des codes HTML, il a besoin de récupérer ses résultats. Où est-ce qu'il va trouver les résultats? Il va les trouver dans le modèle. Donc, il va vers le modèle, il va récupérer les résultats, et à partir de ces données-là, il va les transformer, ou bien il va générer des codes HTML. Et ce code HTML va être envoyé vers le client. Alors, pour envoyer une réponse HTTP qui contient des codes HTML, bien sûr, une réponse HTTP, il va envoyer, donc, ici, il y a un autre objet qui s'appelle response. Alors, avec response, on envoie la réponse HTTP. Alors, quand on travaille comme ça, c'est qu'on est en train de respecter un design pattern qui s'appelle MVC. 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 Modèle, view, controller. Alors, comment ça marche MVC? En fait, MVC, c'est un pattern qui est généralement fait pour implémenter la logique présentation. Bon, généralement, le principe, c'est quoi de MVC? C'est que vous avez l'utilisateur de l'application, lui, tout ce qu'il voit, c'est quoi? C'est la vue, view. C'est-à-dire, en fait, l'utilisateur, c'est quoi une vue? Une vue, c'est une page qui va s'afficher à l'utilisateur, c'est un écran. Ça peut être un écran d'une application desktop ou bien une application web, un écran d'une page HTML. Ça peut être un écran d'une application mobile. Tout ce qu'on voit généralement, c'est ce qu'on appelle une vue. Okay? Alors, généralement, dans la vue, l'utilisateur, il va saisir des données et après, il peut cliquer sur des boutons. Et quand il va cliquer, par exemple, sur un bouton, il va saisir des données. Qu'est-ce qu'il fait? On fait appel, la vue fait appel à un autre composant qui s'appelle le contrôleur, C. Donc, à chaque fois qu'il y a un événement qui se produit dans la vue,
on fait appel au contrôleur. Et c'est quoi le contrôleur? Ben, tout simplement, c'est un composant qui va se charger d'effectuer les traitements. À chaque fois qu'il y a un événement qui se produit dans la vue, on fait appel au contrôleur qui va faire les traitements. Alors, généralement, le contrôleur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les traitements. Généralement, pour faire les traitements, le contrôleur lui-même, il fait appel à la couche métier ou bien la couche service. Ok? Donc, il fait appel à la couche métier. Là, généralement, la couche métier elle-même, il va faire appel à la couche DAO. Et ici, il y a la base de données. Donc, la couche métier fait appel à la couche DAO, la base de données. On récupère des résultats. Et à la fin, ici, donc là, il fait appel à la couche métier. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va récupérer? Des résultats de données. D'accord? Ça, c'est la deuxième étape. Donc, deuxième étape, on peut dire ici, donc, troisième étape, récupérer les résultats. Une fois que le contrôleur récupère les résultats, qu'est-ce qu'il fait? Il va stocker ces résultats dans un objet qui s'appelle le modèle M. Ça, c'est 4. Alors, le modèle, c'est quoi? C'est un objet dans lequel on va stocker tout simplement ces résultats, ici, R. Donc, quatrièmement, c'est quoi? Stocker les résultats dans le modèle. Une fois que le contrôleur stocke les résultats dans le modèle, ben, qu'est-ce qui reste? Il reste à afficher ces résultats. Mais qu'est-ce qui va afficher ces résultats? C'est la vue. Et qu'est-ce qu'il fait le contrôleur? Il va notifier 5. Dans l'étape 5, il va informer. Il y a ce qu'on appelle une notification. Il va informer la vue comme quoi les données sont prêtes. OK? Donc, c'est une notification. Généralement, on va voir comment ça se fait pour le cas d'une application. Donc, le contrôleur fait appel, demande à la vue, ou bien il va notifier la vue pour lui dire, tiens, bon, mon travail est terminé, les résultats sont dans le modèle, fais ton travail. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait la vue? Il va encore faire appel au modèle dans la 6e étape. Il récupère les résultats et les résultats s'affichent. Et on reprend. Je clique, j'appelle le contrôleur fait les traitements, on récupère les résultats vont être stockés dans le modèle. Et après, on fait appel à la vue va récupérer les résultats et les affiche. Alors, si vous utilisez donc ce modèle-là, c'est que vous êtes en train de respecter un design pattern qui s'appelle MVC, Model View Controller, c'est assez connu. D'accord? Il faut juste noter une chose, c'est que le MVC, le pattern MVC, ça concerne quelle couche de l'application? Alors faites bien attention. Alors, ça concerne la couche présentation. Alors, MVC, ça n'a rien à voir avec ni la couche métier ni la couche DAO. La couche métier et la couche DAO, rien à voir avec MVC. C'est-à-dire que MVC, on peut l'utiliser dans une application web, on peut l'utiliser dans une application mobile, et on peut l'utiliser dans une application desktop. N'est-ce pas? C'est-à-dire c'est la partie front, si vous voulez. MVC, c'est la partie front, et non pas la partie back. Donc, ce qui fait, donc ça c'est MVC d'une manière générale. Donc, il est utilisé donc pour la couche présentation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que généralement, les gens qui travaillent avec PHP, ils font beaucoup cette confusion. Pourquoi? Parce que souvent, ils confondent le M, que vous voyez là, le modèle, avec le métier. Pourquoi? Parce que souvent, dans PHP, dans la majorité des programmeurs, ils ne séparent pas la couche métier de la couche présentation. Et du coup, c'est dans le modèle qu'ils vont créer des méthodes. C'est dans le modèle qu'on va accéder directement à la base de données, on fait des choses. Et ça, c'est très mauvais. C'est-à-dire, c'est que ici, finalement, dans le modèle, c'est la logique présentation. C'est que vous êtes, dans le modèle, vous êtes en train d'écrire du code qui va directement accéder à la base de données. C'est comme si vous êtes en train de mélanger encore la couche présentation avec la couche DAO.
Donc, vous voyez, donc ça, souvent, dans les pratiques, surtout les développeurs PHP, ils prennent le modèle comme l'objet dans lequel on va faire les traitements. Alors que la réalité, c'est que le modèle, non. Le modèle, c'est juste un objet dans lequel on va stocker les résultats. Mais c'est pour faire des traitements, les traitements, c'est une couche séparée. C'est la couche métier, c'est la couche DA. Donc, il faut enlever cette confusion. C'est que MVC, ça concerne quelle logique? La logique présentation. On est d'accord? Très bien. Alors maintenant, pour les applications web. Alors, dans une application web J2E, donc si vous voulez, dans une application web J2E, donc si vous voulez créer une vue, vous utilisez ce qu'on appelle une page JSP. Et pour créer un contrôleur, on va utiliser un composant qui s'appelle servlet. Et on va retrouver ça. Regardez bien. À chaque fois qu'il y a une requête, quand il y a un événement qui se produit dans la vue, on fait appel à quoi? On envoie la requête. Qu'est-ce qui récupère la requête? C'est le contrôleur, servlet. Donc servlet, il va jouer le rôle de contrôleur. Et c'est quoi son rôle? Il va lire les données saisies par l'utilisateur. Ensuite, il va faire les traitements. Il récupère le résultat. Et après, il va stocker le résultat dans le modèle. Et une fois qu'il stocke le résultat dans le modèle, il va tout simplement, il fait ce qu'on appelle un forward. Il fait appel à la vue. Et maintenant, c'est la vue qui va afficher les résultats. Et vous voyez donc la vue, c'est quoi? C'est une page JSP qui va récupérer ces résultats à partir du modèle. Et après, il va générer le rendu. Alors ici, si vous générez du HTML, donc on va générer le rendu HTML. Et ce rendu HTML donc, va être envoyé au client directement en utilisant l'objet Respace. C'est clair? Alors ça c'est pour, vous voyez donc l'architecture web classique. Alors, si dans cette architecture-là, on est en train de présenter ce qu'on appelle l'approche rendue côté serveur. Rendu côté serveur. Ça veut dire quoi? L'approche rendue côté serveur. C'est que le client envoie une requête HTTP, le serveur va faire les traitements et à la fin, le client, qu'est-ce qu'il reçoit? Le HTML. Ça veut dire que le code HTML, il est généré côté serveur. C'est le serveur qui génère le rendu. Le rendu HTML, il est généré côté serveur. Alors, pour générer le rendu HTML côté serveur, dans l'architecture J2E, il y a, tout simplement, vous serez amené à utiliser des composants comme JSP. Après, tout à l'heure, on va voir, quand vous utilisez un framework, on utilise ce qu'on appelle des moteurs de template, donc on y arrivera. Et là, je ne parle pas de framework maintenant, je parle de la technologie telle qu'elle était créée dans l'architecture J2E. D'accord? C'est clair? Alors, pour ne pas faire donc, le rendu côté serveur, nous allons voir, il y a un autre modèle qui est beaucoup plus intéressant. C'est ce qu'on appelle le rendu côté client. Alors, dans le rendu côté client, qu'est-ce qui se passe? Le client envoie la requête HTTP vers le serveur. Il ne va pas recevoir du HTML côté serveur, mais il va recevoir généralement le format. Il va recevoir les résultats en format JSON. Alors, dans ce cas-là, le code HTML, il n'est pas généré du côté du serveur. Le client reçoit du JSON, mais c'est l'application front web, qui va se charger de prendre ces données JSON et de générer du code HTML. C'est-à-dire finalement, c'est le client qui va se charger de générer du HTML. Le rendu HTML il est généré côté client et non pas côté serveur. Alors dans ce cas-là, vous aurez besoin d'utiliser un framework JavaScript comme Angular ou React, Vue.js. Donc c'est des frameworks qui sont utilisés dans l'approche rendue côté client. Et quand vous utilisez l'approche rendue côté client, vous n'avez pas besoin de JSP. Vous allez utiliser que Servlet. Vous n'avez pas besoin de ça. On va voir qu'est-ce qui va se passer
Ce qui va se passer, c'est qu'on envoie la requête, Servlet fait appel à la couche métier, il récupère les résultats, et directement, c'est Servlet qui va, c'est la Servlet qui va prendre ces résultats et les convertir en format JSON. Donc, c'est-à-dire Servlet, finalement, le contrôleur, il fait les traitements des résultats. Je vous donne les résultats. On va les donner à la partie front web. Front. Ça peut être web ou bien mobile. En format JSON. Alors, dans ce cas-là, on n'aura plus besoin d'utiliser le MVC côté serveur. N'est-ce pas? MVC côté serveur, on n'a plus besoin de le faire. Mais finalement, où est-ce qu'on va l'utiliser? Le MVC, il est là. C'est-à-dire c'est que côté client, qu'on aura besoin encore c'est-à-dire d'implémenter ce pattern MVC. Mais après, on va voir que dans les parties frontales, il y a le modèle MVC, c'est classique, mais après, il y a ce qu'on appelle le modèle MVVM. Au lieu d'utiliser le modèle View Controller, par exemple, Angular et React se basent plutôt sur le modèle MVVM, c'est-à-dire modèle View Model. Donc ça, c'est un autre pattern, on aura l'occasion d'en parler. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que, en fait, dans une application web J2E, en fait, il y a deux approches. Il y a ce qu'on appelle l'approche rendue côté serveur et l'approche rendue côté client. Alors, dans l'approche rendue côté serveur, c'est le serveur qui génère des codes HTML. Et dans l'approche rendue côté serveur, c'est que le client qui va générer le code HTML. Alors, dans notre cas, pour le moment, nous allons travailler l'approche rendue côté serveur. Parce que c'est la première approche qu'il faut maîtriser en tant que développeur des applications web. Une fois qu'on maîtrise l'approche rendue côté serveur, et à la fin, on va passer vers l'approche rendue côté client. Ok? Alors, c'est une mauvaise chose d'aller directement vers l'approche rendue côté client et ignorer l'approche rendue côté serveur parce que, en fait, historiquement, les architectures web, la première question que vous allez poser, c'est que dans cette application web, est-ce que c'est une approche rendue côté serveur ou bien rendue côté client? C'est deux approches différentes. Donc, il va falloir les travailler les deux. Et comme ça, vous saurez c'est quoi les inconvénients et les avantages de chaque approche. Alors maintenant, donc, est-ce qu'il n'y a pas de questions sur cette architecture? C'est clair? Alors maintenant, donc, si vous voulez, on va essayer donc de voir d'abord c'est quoi servlet, c'est quoi une servlet, c'est quoi une JSP, c'est quoi la différence, comment créer servlet, comment créer JSP. Donc ça c'est la base de l'architecture web J2E. Et après on va essayer donc de voir comment faire ça en utilisant le framework Spring MVC. Alors d'abord servlet c'est quoi? Servlet c'est une classe Java. Le servlet c'est une classe Java dans laquelle on va redéfinir des méthodes comme doGet, doPost, doPut, doDelete, doHead, etc. Alors la méthode doGet c'est quoi? C'est une méthode qui va s'exécuter quand une requête HTTP est envoyée avec GET. C'est-à-dire quand un client envoie une requête HTTP avec la méthode GET, qu'est-ce qui va se passer côté serveur? C'est que le contrôleur qui servlet, il va exécuter la méthode doGet. Quand une requête HTTP est envoyée avec la méthode POST, c'est la méthode doPost qui va s'exécuter. Mais vous savez que dans le protocole HTTP, il n'y a pas que GET et POST. Il y a d'autres méthodes comme PUT, DELETE. Donc ça veut dire que vous allez trouver la même chose. DoPut, DoDelete, DoHead, DoOptions, etc. Donc il y a c'est-à-dire dans une servlette, on va définir une méthode qui permet qui va s'exécuter suite à une requête HTTP. C'est clair? Alors, comme vous le voyez, dans une requête, dans les méthodes doGet, doPost et les autres, toutes ces méthodes reçoivent deux paramètres. L'objet request et l'objet response. Avec l'objet request, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire les données de la requête. Et avec l'objet response, on va envoyer la réponse HTTP. C'est-à-dire finalement, dans une application web J2E, c'est très important de le savoir.
c'est que vous avez deux objets principaux. Vous avez l'objet request et l'objet response. Avec l'objet request, c'est pour récupérer tout ce qui concerne la requête HTTP. Bon, la requête HTTP il contient pas mal de choses, donc on va le détailler après. Et l'objet response, c'est pour envoyer la réponse HTTP. Et la même chose, une réponse HTTP, donc nécessite de savoir qu'est-ce qu'il y a dans une réponse HTTP. Et je vous recommande, je pense pour vous, donc vous avez déjà fait un cours sur le protocole HTTP. Mais pour ceux qui ne connaissent pas très bien le protocole HTTP, donc je vais partager avec vous, donc il y a une vidéo qui parle que du protocole HTTP. Donc c'est très bien de revenir là-dessus. C'est très important, les petits détails. Dans une requête HTTP, qu'est-ce qu'il y a, quels sont les headers, les différents headers, le corps de la requête. La même chose dans une réponse HTTP, c'est quoi les cookies, etc. Il y a pas mal de choses qu'il faudrait connaître. Mais je suppose, en premier semestre, vous avez déjà fait ça. Donc il n'y a pas de problème, en tout cas pour vous. Donc ça ne devrait pas poser de problème de comprendre les choses. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, vous voulez écrire le code Java d'une servlet, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour créer une servlet, il faut créer une classe Java qui hérite d'une classe qui s'appelle HTTP Servlet. Donc vous héritez d'une classe HTTP Servlet et après vous allez redéfinir les méthodes de get, de post, et après on va voir, il y a d'autres méthodes qui font partie des cycles de vie de servlet, notamment la méthode init et destroy. Alors ça veut dire qu'on va créer une classe HTTP Servlet qui hérite plutôt contrôleur servlet qui hérite de HTTP Servlet, et après on va redéfinir la méthode de get, la méthode de post, tout ça c'est override, c'est une redéfinition, n'est-ce pas? Après on peut ajouter les autres méthodes de put, de delete, tout dépend de l'application. Et quand vous voyez que la méthode de get c'est quoi? C'est la méthode qui va effectuer un traitement si une requête HTTP est envoyée avec quelle méthode? Get. Alors de post, c'est la méthode qui va s'exécuter si une requête HTTP est envoyée avec la méthode post. Et comme vous le voyez, les deux méthodes de get et de post reçoivent deux paramètres. Request de type HTTP Servlet Request et response de type HTTP Servlet Response. Donc vous avez donc deux objets, request et donc avec request, qu'est-ce que je peux faire là? Je peux lire les données de la requête et avec response, je peux envoyer la réponse HTTP. Ok? Alors vous avec PHP, vous avez l'habitude pour lire les données, vous utilisez $_get ou bien $_post. Ça c'est pour lire les données de la requête. Et pour envoyer la réponse HTTP, vous utilisez echo, n'est-ce pas? Echo ou bien header, etc. Donc ça c'est pour envoyer la réponse HTTP. Bon, ici donc pour le cas d'une servlet, vous avez request pour lire les données et response c'est pour envoyer la réponse. Alors maintenant, dans une servlet, donc il y a également, vous pouvez redéfinir la méthode init. En fait, la méthode init, c'est la méthode qui va s'exécuter pour faire l'initialisation. C'est-à-dire, c'est la première méthode qui s'exécute quand une servlet est instanciée, c'est la méthode init. Alors la méthode init, à quoi ça sert? Bon, c'est pour exécuter un traitement qui va s'exécuter juste après instanciation. C'est-à-dire, au démarrage de l'application, si vous voulez faire des traitements au démarrage de l'application, vous voulez faire l'initialisation, là, vous pouvez le faire à l'intérieur de la méthode init. Et après, vous avez la méthode destroy, c'est la méthode qui s'exécute juste avant la destruction de la servlet. Quand vous allez arrêter l'application, avant que la servlet soit détruite, la méthode destroy s'exécute. Donc, init, destroy, ce sont deux méthodes qui font partie du cycle de vie d'une servlet. Alors, si vous voulez comprendre comment ça marche, il est très intéressant de voir ça, ce qu'on appelle le cycle de vie d'une servlet. Alors, pour comprendre le cycle de vie de servlet, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand vous démarrez le conteneur web, regardez bien, qu'est-ce qui gère le cycle de vie de servlet? C'est Tomcat.
n'est-ce pas? Donc, finalement, Tomcat, c'est ce qu'on appelle le moteur de servlet. C'est lui qui va instancier la servlet. C'est Tomcat qui va faire appel aux méthodes de get, de post. C'est Tomcat qui va détruire. Qui ce qui gère la servlet, c'est Tomcat. Donc c'est pour cela qu'on dit que Tomcat, c'est un moteur de servlet. On l'appelle également le web container. Le conteneur web. Alors, si vous voulez comprendre ça, quand vous démarrez l'application, vous démarrez forcément le conteneur web, qui est Tomcat. Alors, Tomcat, qu'est-ce qu'il fait au démarrage? La première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va chercher dans l'application un fichier qui s'appelle web.xml. Alors, en fait, le fichier web.xml, c'est ce qu'on appelle le descripteur de déploiement de servlet. C'est-à-dire quoi? Si vous avez développé une servlet dans votre projet, et si vous voulez que Tomcat sache qu'il y a une servlet dans votre projet, il faut la déclarer dans le fichier web.xml. Donc, c'est-à-dire le premier fichier qui va être lu par Tomcat, c'est le fichier web.xml. Donc, Tomcat, quand il trouve dans le fichier web.xml, il y a une servlet qui est déclarée, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'instancier. Donc, vous voyez donc au démarrage, la servlet, s'il est déclaré dans web.xml, il va l'instancier. Alors, le fait de déclarer la servlet dans web.xml, ça s'appelle déployer la servlet. Déployer une servlet, c'est-à-dire il faut la déclarer dans le fichier web.xml qui est le descripteur de déploiement de servlet. En tout cas, donc, Tomcat, quand il démarre, il va lire le fichier web.xml, il va instancier la servlet, et une fois qu'il instancie la servlet, la première méthode qu'il va appeler, c'est la méthode init. Donc, vous voyez donc la méthode init, c'est la première méthode qui s'exécute au démarrage de votre application. Donc, si vous avez écrit du code dans la méthode init, ben, c'est le code qui va s'exécuter au démarrage. Alors maintenant, la servlet, elle est initialisée. Elle est chargée en mémoire. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend les requêtes HTTP. Donc, une servlet qui est dans votre application, s'il n'y a pas de requête HTTP, il ne sert à rien. La servlet, il sert que, il va être déclenché à chaque fois qu'il y a une requête HTTP. Donc, il attend. Alors, quand le client envoie une requête HTTP, par exemple avec GET, bien sûr, c'est Tomcat qui va recevoir la requête HTTP. Je vous rappelle que Tomcat va jouer deux rôles. Serveur web, parce que c'est un serveur HTTP, n'est-ce pas? Et en même temps, c'est un conteneur de servlet, c'est un moteur de servlet, c'est-à-dire c'est lui qui va exécuter, c'est lui qui va faire appel à la servlet, c'est lui qui va gérer le cycle de vie du servlet. Donc Tomcat, quand il reçoit la requête HTTP, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie plutôt, quand il reçoit la requête HTTP, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à la servlet, il fait appel à une méthode qui s'appelle service. En fait, la méthode service, en fait, on l'a pas créée dans notre servlet. Pourquoi? Parce que c'est une méthode qu'on va hériter de la classe HTTP servlet. Et cette méthode service-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est très simple. Il fait quelque chose de très simple. La méthode service, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder la requête HTTP. Si la requête est get, il fait appel à la méthode de get. Si c'est post, il fait appel à de post. Si c'est put, il fait appel à de put. Donc ça c'est pour Tomcat, c'est pas Tomcat qui va décider est-ce qu'il va appeler de get ou bien de post, etc. Non. Tomcat pour lui, il appelle la méthode service. Et après la méthode service, donc il va regarder la requête HTTP. Si c'est get, il appelle de get. Si c'est post, il appelle de post, etc. C'est comme ça qu'il est programmé l'API servlet. Alors maintenant, la méthode de get, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, il reçoit de la part de Tomcat. Vous voyez, donc c'est Tomcat qui va envoyer ses paramètres request et response. Donc, de get, il va recevoir de la part de Tomcat deux paramètres request et response. Avec request, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Les données de la requête. Et avec response, on peut envoyer la réponse. Donc, une fois que la servlette fait les traitements, il va envoyer la réponse. Alors, pour envoyer la réponse, si on veut envoyer la réponse au format HTML, donc forcément, il vous faut quelque part, il faut que la servlette utilise JSP ou
Enfin, il n'est pas obligé parce que nous allons voir qu'avec Servlet, vous pouvez également générer des codes HTML si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas pratique, ce n'est pas fait pour ça. Donc Servlet, il va générer le rendu, il va générer donc le résultat. Ça peut être HTML, comme ça peut être JSON, ça peut être XML, selon les applications. Donc il y a une réponse HTTP qui est envoyée, et cette réponse HTTP va être envoyée vers le client. OK? Vous suivez? Parfait. Alors, ainsi de suite. Donc si la requête est de type POST, qu'est-ce qui va se passer? La même chose. Service va appeler la méthode de POST, on génère le rendu va être envoyé vers le client dans une réponse HTTP. Ainsi de suite. C'est quoi l'activité de Servlet? De get, de post, de get, de post, de get, de post. C'est ça son travail. De put, de delete. Donc, à chaque fois qu'il y a une requête, il fait le traitement. Mais regardez bien une chose qui est très importante. Notre Servlet, il est instancié combien de fois? Une seule fois. C'est une seule instance pour toute l'application. Et ça change beaucoup de choses par rapport à d'autres technologies comme PHP. Parce qu'en fait, dans PHP, c'est un peu différent. Dans PHP, à chaque fois qu'il y a une requête HTTP, ben, le script, il est instancié. N'est-ce pas? Le script PHP, il est instancié, il est exécuté. Et quand on donne la réponse, c'est-à-dire c'est comme si c'est rien passé. On va évacuer le script de la mémoire. Quand il y a une autre requête, on instancie le script, n'est-ce pas? On fait le traitement, on donne la réponse et on oublie. Donc c'est-à-dire que avec Servlet, non. Servlet, vous avez une seule instance qui est instanciée, qui reste dans le contexte de l'application. Et c'est avec cette Servlet-là qui va jouer le rôle de contrôleur, c'est elle qui va faire les traitements. Donc c'est-à-dire si vous voulez dans Servlet, si vous voulez garder dans les attributs de la Servlet, vous voulez garder des informations dans cette instance, ben c'est des informations qui vont être partagées par tous les clients. Donc il suffit de déclarer des attributs dans une Servlet, c'est les mêmes valeurs d'attributs qui peuvent être utilisées pour toutes les requêtes, n'est-ce pas? On dit que nous avons ce qu'on appelle un contexte de l'application. C'est-à-dire qu'une fois que l'application démarre, il y a quelque chose dans la mémoire qui est créé. Ben cette Servlet-là, il peut garder des informations durant toute la vie de l'application. Alors en tout cas, c'est important de bien voir que Servlet, il est instancié une seule fois. C'est la même instance qui va être utilisée pour répondre à toutes les requêtes. Et à la fin, donc, quand vous décidez d'arrêter l'application, si vous décidez d'arrêter l'application, qu'est-ce qui va se passer? Tomcat, avant de détruire la Servlet, il fait appel à la méthode destroy. Et là, donc, s'il y a des traitements que vous avez déclarés, donc il va les exécuter. Et après, il appelle la méthode finale, c'est pour détruire Servlet. C'est-à-dire, parce qu'on fait ça avec le destructeur dans Java, c'est la méthode finalize, donc pour supprimer, pour détruire la Servlet. Alors, ce que vous voyez là, c'est très important. C'est ce qu'on appelle le cycle de vie de Servlet. Alors, qu'est-ce qui gère le cycle de vie de Servlet? C'est Tomcat. Qui décide, c'est Tomcat qui va instancier. C'est Tomcat qui va décider quand est-ce qu'il appelle la méthode de get, de post, etc. C'est Tomcat qui va à un moment donné détruire cette Servlet. Donc, c'est pour cela qu'on dit que Tomcat, c'est un moteur de Servlet. Donc, c'est un conteneur de Servlet. C'est tout simplement un web container. Un conteneur web. Alors maintenant, vous savez comment la structure d'une Servlet, vous savez comment ça marche, son cycle de vie. Maintenant, comment déployer une Servlet? Alors, pour déployer une Servlet dans une application web J2E, ben, il faut la déclarer principalement dans le fichier web.xml. Alors, dans une application web J2E classique, je parle maintenant pas de Spring, d'accord? Parce que quand on va travailler avec Spring Boot, encore Spring Boot, il va nous faciliter beaucoup le travail, n'est-ce pas? Mais ici, donc, dans une application, c'est-à-dire si vous créez un projet web dans un serveur d'application J2E, etc., ça c'est l'architecture de l'application. Dans une application web J2E classique, donc on va
plus de... Alors, il y a un fichier qui s'appelle web.xml. Alors, si vous voulez déployer une servlette, il faut la déclarer dans le fichier web.xml. Ça veut dire quoi déployer une servlette? Donc, c'est-à-dire, si vous voulez que Tomcat sache qu'il y a une servlette dans votre projet, eh bien, il faut la déclarer ici. Alors, pour déclarer une servlette, voilà ce que vous allez ajouter. Il faut déclarer un élément qui s'appelle servlet. Ensuite, servlet name. Donc, c'est à vous de donner un nom à cette servlette. Donc, pour déployer une servlette, donc, vous allez déclarer un élément servlet dans lequel vous déclarez deux éléments servlet name. Donc, vous donnez un nom. C'est à vous de choisir le nom, CS par exemple. Et après, servlet class, dans lequel vous mettez le nom de la classe. Bien sûr, précédé par son package. Donc, Tomcat, au démarrage, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il trouve un élément servlet, qu'est-ce qu'il fait? Bon, vous savez ce qu'il fait? Class.forName. Donc, il prend le nom de la classe, forName, new instance. Donc, il va l'instancier. Donc, une fois qu'il va l'instancier, il va la placer lui-même dans une collection de type map. N'est-ce pas? Parce que toutes les servlettes instanciées par Tomcat, il va les placer dans une collection de type map. Key value. Alors, key, c'est le nom de la servlette. Comment il va l'appeler? CS, et la valeur c'est quoi? C'est l'instance servlet. Alors maintenant, c'est bien. Avec ça, Tomcat il va instancier la servlet, il va lui donner un nom. Alors maintenant la question, quelle est l'URL que je vais utiliser dans mon browser pour faire appel à cette servlet? Et bien tout simplement, on ne va pas utiliser le nom de la servlet. On ne va pas utiliser le nom de la classe. Donc, il faut indiquer à Tomcat quels sont les URL que vous voulez utiliser pour faire appel à cette servlet. C'est la raison pour laquelle on va ajouter encore un élément qui s'appelle servlet mapping. Alors, dans servlet mapping, on va spécifier deux éléments. Servlet name, c'est quoi? C'est toujours CS, c'est le même ici. Et après, vous avez URL pattern. Alors, dans URL pattern, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous mettez par exemple étoile.do, ça veut dire quoi? C'est comme si vous dites à Tomcat, toutes les requêtes HTTP qui se terminent par .do, tu vas les envoyer vers CS. Et c'est quoi CS? C'est contrôleur servlet. C'est-à-dire quand j'écris par exemple HTTP, localhost, etc. / chercher .do, quand j'écris quelque chose .do, qu'est-ce qui va se passer? Tomcat, il va faire appel à contrôleur servlet. Si je mets par exemple edit.do, il va faire appel à ce servlet. Donc, c'est-à-dire, n'importe quelle URL qui se termine par .do, bah, Tomcat, il fait le mapping. Le mapping entre l'URL et la servlette qui va se charger de faire ça. Parce que dans une application, vous pouvez avoir plusieurs servlettes. D'accord? Bah, il dit quoi donc? Vous pouvez déclarer une servlette C1 et une servlette C2. Et après, maintenant, il faut dire, par exemple, tout ce qui est cherché, tout ce qui est étoile.do, c'est cette servlette C1 qui va être utilisée. Pour, par exemple, toutes les requêtes qui se terminent par point, je ne sais pas, point, par exemple, point bêta ou point, ce que vous voulez, n'est-ce pas? Vous envoyez vers la deuxième servlette. OK? Et là, il n'y a personne qui peut vous empêcher de mettre n'importe ce que vous voulez ici. Au lieu de mettre étoile.2, vous pouvez mettre par exemple étoile.php. Pas de problème. Ça veut dire quoi étoile.php? Ça veut dire que quand vous tapez http localhost / chercher .php, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, Tomcat, il fait appel à contrôleur servlet. Donc, quand vous tapez n'importe quoi .php, c'est contrôleur servlet qui va s'exécuter. N'est-ce pas? C'est un peu bizarre. Alors, c'est-à-dire que dans votre browser, l'utilisateur de votre application, tout ce qu'il va voir dans l'URL, c'est des trucs .php. Donc, pour lui, est-ce que vous avez développé l'application avec PHP? C'est pas du PHP. C'est du Java, n'est-ce pas? Donc c'est juste pour vous dire, ce n'est pas parce que vous voyez sur l'URL.php que forcément derrière c'est du PHP. Vous pouvez mettre .asp, .x, .y, ce que vous voulez, n'est-ce pas?
Ça, c'est les URL n'ont rien à voir avec la technologie qui est utilisée côté serveur. Alors, bien sûr, bon, ça peut vous amuser de mettre ça si vous voulez brouiller un peu les pistes, n'est-ce pas? Mais souvent, on peut mettre quelque chose comme ça, par exemple. Quand vous avez une seule servlette dans votre application, c'est-à-dire un seul contrôleur, vous allez mettre /étoile. Alors, /étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les requêtes, ils passent via cette servlette. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir avec le cas de Spring MVC, c'est-à-dire qu'en finalement, toutes les requêtes, ils vont passer via notre servlette qui représente le contrôleur principal. Est-ce que c'est clair? Donc, en principe, vous pouvez définir également plusieurs servlet mapping, c'est-à-dire servlet mapping étoile.2. Vous ajoutez encore servlet mapping, vous mettez encore étoile.html. C'est-à-dire finalement, la servlette, il y a deux façons pour l'invoquer, soit n'importe quoi .2 ou bien n'importe quoi .html. Ok? C'est-à-dire, au lieu de mettre ça, la deuxième fois, vous mettez .html. Alors, vous êtes en train de dire à Tomcat, quand tu reçois une requête HTTP qui se termine par .html, tu fais appel à CS, contrôleur servlet. Ben, la même chose, donc vous allez dire, tiens, bon, ça c'est un site web statique, c'est pas un site web dynamique, n'est-ce pas? Mais non, c'est un site web dynamique, c'est une application web dynamique. Pourquoi? Parce que pour moi, donc, il faut juste faire attention. Les URL, c'est à moi de choisir quels sont les URL que je peux utiliser au niveau de l'application. Donc ça se passe avec servlet mapping. Voilà, alors maintenant, pour déployer une servlette, donc il faut la déclarer entre guillemets, il faut la déclarer dans le fichier web.xml, mais il y a une autre solution qui est que vous pouvez utiliser. Au lieu d'utiliser web.xml, vous pouvez utiliser la notation web servlet. Alors pour déployer une servlette en utilisant la notation web servlet, il suffit de créer votre servlet, par exemple contrôleur servlet extend http servlet, et vous ajoutez l'élément web, la notation web servlet. Et dans la notation web servlet, vous ajoutez name, le nom de la servlet, c'est CS, et après URL patterns. Quels sont les URL patterns que vous allez utiliser? Vous voyez donc ici /hello et étoile.do. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette servlette-là, pour l'appeler, quels sont les URL que je peux utiliser? Soit je mets http localhost /hello, ou bien je peux mettre n'importe quoi .do. Alors le fait d'utiliser la notation web servlet, ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'utiliser le fichier web.xml. Donc il faut bien noter que dans une application web J2E, pour déployer une servlette, comment déployer une servlette? Deux solutions. Soit la déclarer dans web.xml, ou bien la déclarer plutôt en utilisant la notation web servlet. Alors maintenant, si la bonne pratique, c'est-à-dire si vous créez des servlettes vous-même, vous mettez web servlet, n'est-ce pas? Vous mettez web servlet, vous la déployez, pas de problème, il n'y a personne que... Alors, sauf que il faut savoir une chose, c'est que dans le fichier web XML, on ne déploie pas que les servlettes. On peut faire d'autres choses. Mais parfois, il se trouve que parfois, vous voulez utiliser un framework. En fait, la servlette, on va voir que finalement, vous n'avez pas besoin de créer de servlette parce que le framework va vous offrir une servlette qui fait pratiquement l'essentiel du travail. Et dans ce cas-là, donc, vous avez une servlette, mais c'est à vous de la déployer. Et pour la déployer, c'est pas à vous d'aller d'ajouter la notation web servlet parce que la servlette, elle est déjà créée. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste? Il faut aller vers le fichier web.xml. Donc, vous voyez, donc, tout dépend des contextes. Donc, si c'est une servlette que vous créez, donc vous avez le choix, c'est à vous de faire. Mais en tout cas, généralement, quand c'est possible, la notation, c'est mieux que web.xml. Mais quand ce n'est pas possible, il faut aller vers le fichier web XML. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, on va regarder un petit peu un exemple de servlette qui nous permet d'afficher un simple message. Alors regardez bien, je crée une servlette
qui s'appelle contrôleur servlet, extend HTTP servlet, dans laquelle je redéfinis la méthode doGet. Et que cette servlet-là, pour l'appeler, donc je vais l'appeler avec HTTP localhost 8080, slash le nom du projet, slash ici, hello, point d'interrogation, name égale Mohamed. C'est-à-dire, bon, ici, donc je lui envoie un paramètre qui s'appelle name. Alors maintenant, dans cette servlet, pour lire la valeur de ce paramètre-là, alors je vais déclarer une variable name égale à quoi? Vous voyez, donc j'utilise l'objet request.getParameter. Alors comment il s'appelle le paramètre? Name. Donc ce name-là, c'est ce paramètre que je vais récupérer dans la requête HTTP. Alors maintenant, après, je vais envoyer un message au format HTML à l'utilisateur. Et dans ce cas-là, donc je vais tout simplement, d'abord vous avez l'objet response. Il faut indiquer, parce que dans la réponse HTTP, on indique toujours un header qui s'appelle content type. Alors content type, ça représente le type de contenu qu'on va envoyer au client. Est-ce que c'est du HTML, ou bien c'est du JSON, ou bien c'est du XML? Il faut toujours indiquer au browser, ou bien à l'application cliente, que le résultat que je t'envoie dans le corps de la réponse, il est en quel format. Alors donc pour cela, donc, on va utiliser response.setContentType. Alors ici c'est text/HTML. C'est-à-dire c'est comme si dire tout simplement que cette réponse HTTP que je vais envoyer, que je t'envoie, il contient des codes HTML. Et après, si vous voulez générer des codes HTML côté servlet, vous allez voir, c'est pas pratique. Regardez, vous allez créer d'abord un objet printWriter en utilisant l'objet response.getWriter. Alors cet objet, on va l'appeler out. Et après, vous commencez à écrire du code comme out.print, println par exemple, HTML, title, etc. Out.println body, out.println hello. Et après, je vais ajouter la variable name, la valeur de la variable name que vous avez ici. Et après, slash body, slash HTML. N'est-ce pas? Alors, comme vous voyez bien, ça c'est une servlette, vous l'appelez, il vous donne une réponse. Il va juste vous répondre avec hello, le nom que vous avez spécifié dans l'URL. Et comme vous le voyez, c'est pas pratique de générer des codes HTML avec une servlet. Bon, si vous voulez générer une page qui contient beaucoup de codes HTML avec en plus CSS, JavaScript, etc., vous êtes perdu, n'est-ce pas? Donc vous voyez, donc générer des codes HTML dans une servlet, c'est pas pratique. Donc c'est la raison pour laquelle une servlet n'est pas faite pour générer des codes HTML. Une servlet, elle est faite pour jouer le rôle de contrôleur de l'application. Mais quand vous allez générer des codes HTML, il vous faut chercher une autre solution. Alors c'est quoi l'autre solution? L'une des autres solutions, c'est JSP. Alors je vais vous montrer maintenant c'est quoi la différence entre servlet et JSP. Il faut comprendre la différence. Alors comme vous voyez ici à gauche, c'est la servlette qu'on vient de créer. Et à droite, c'est la page JSP correspondante. Alors si vous voulez faire la même chose, en utilisant une page JSP, vous allez créer un fichier qui s'appelle view.jsp. Vous pouvez l'appeler n'importe quoi.jsp. Alors dans une page JSP, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est quoi la différence entre JSP et servlet? On peut dire que une servlette, c'est quoi? C'est une classe Java. À l'intérieur de laquelle je peux générer des codes HTML. N'est-ce pas? Alors qu'une JSP, c'est l'inverse. Une JSP, on peut dire c'est une page HTML à l'intérieur de laquelle j'écris des codes Java. Alors, par exemple, ici, dans view.jsp, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, j'ai besoin d'abord de récupérer le paramètre name. Donc, directement ici, on va utiliser, pour écrire du code Java, il faut utiliser donc les valises inférieures, plutôt les directives inférieures, pourcentage supérieur, comme vous faites avec PHP, n'est-ce pas? C'est presque la même chose, inférieur, point d'interrogation supérieur. Donc, tout ce qui est compris entre ces deux directives, c'est du code Java. Donc, il va s'exécuter côté serveur. Donc, ici, vous voyez, donc, je n'ai pas besoin de déclarer l'objet request, c'est un objet intrinsèque. Donc, j'utilise request.getParameterName. Et après, maintenant, je veux envoyer un résultat au format HTML. J'écris directement le code HTML.
Jusque-là, donc je veux afficher hello. Et là, j'ai besoin d'afficher la valeur de la variable name. Et pour l'afficher, donc j'ai deux solutions. Soit j'utilise, donc soit j'écris inférieur pourcentage out.print ln name. Dans ce cas-là, il faut mettre un point virgule parce que c'est ce qu'on appelle un scriptlet. Parce que tout ce qui se trouve entre ces deux directives, c'est ce qu'on appelle un scriptlet. C'est-à-dire, vous pouvez écrire, c'est des scripts Java, c'est des codes Java. Ou bien, pour ne pas écrire out.println, ben, tout simplement, on va utiliser égal. Donc, vous voyez, donc, quand vous voyez ici inférieur pourcentage égal, égal, ça veut dire quoi? C'est égal, c'est équivalent de out.println. C'est ce qu'on appelle une expression. Donc, c'est-à-dire, on veut afficher la valeur de la variable name. Donc, ici, en fait, avec PHP, vous utilisez plutôt echo, n'est-ce pas? Pour afficher à chaque fois que vous voulez afficher quelque chose. Alors, pour faire appel à une page JSP, donc vous n'avez pas besoin de la déployer. Vous tapez directement http localhost, etc. directement view.jsp. Alors, vous appelez la page JSP et après, il va vous donner la réponse. Vous voyez donc le résultat que j'ai ici et le résultat que j'ai là, c'est la même chose. Sauf qu'à gauche, j'utilise quoi? Servlet. Et à droite, j'utilise JSP. Alors, la question maintenant qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser Servlet ou bien JSP? D'après vous? JSP. Bon, la pratique, c'est que JSP Servlet. Ben, tout simplement, vous allez utiliser les deux. N'est-ce pas? Donc, quand vous avez beaucoup de code Java à écrire plus que HTML, il vaudrait mieux utiliser une classe Java, Servlet. Et quand vous avez beaucoup d'HTML à écrire plus que le code Java, il vaudrait mieux utiliser JSP. Eh bien, quand vous respectez MVC, n'est-ce pas? Bah, dans MVC, vous avez le contrôleur et la vue. Donc, on va utiliser les deux. Donc, on va utiliser Servlet pour jouer le rôle de contrôleur et JSP comme pour jouer le rôle de view. C'est-à-dire, dans la pratique, Servlet, JSP, ils sont faits pour être utilisés les deux. À moins si vous êtes quelqu'un qui vient du monde PHP, vous n'avez pas envie de programmer, n'est-ce pas? Ben, vous pouvez créer toute une application web en utilisant JSP. Mais si vous utilisez tout en JSP, c'est la poubelle. N'est-ce pas? Parce que là, vous êtes, c'est pas la bonne direction. Et d'ailleurs, vous allez voir que JSP, c'est pas pratique. On va voir par la suite que dans la pratique, quand on va utiliser les frameworks, même JSP, on va plus l'utiliser. C'est un peu on va utiliser ce qu'on appelle des moteurs de template. Mais là, vous êtes en train d'apprendre la technologie Web J2E. Dans la technologie Web J2E, vous avez deux types de composants, Servlet et JSP. Donc la différence, maintenant il faut savoir une autre chose qui est très importante. Vous avez créé une JSP qui s'appelle view.jsp. Quand vous faites appel à la page JSP la première fois, quand vous appelez la page JSP, la première requête HTTP qui fait appel à une JSP, qu'est-ce qui va se passer? Ben, Tomcat, il prend la JSP, il va la convertir en servlet. Quand vous appelez la page JSP la première fois, Tomcat la convertit automatiquement en servlet. Ça veut dire, c'est quoi la technologie de base? C'est servlet. Donc finalement, une JSP, c'est également une servlet. La seule différence, c'est la forme. La forme. Une servlet, c'est une classe Java dans laquelle on peut générer du code HTML si vous voulez. Et une JSP, c'est plutôt, il ressemble plus à une page HTML. Il est plus pratique quand on veut générer des codes HTML. Donc, mais l'API de base, c'est quoi? C'est servlet. Donc même une JSP, c'est servlet. Donc tout ce que vous pouvez faire avec servlet, vous pouvez le faire avec
JSP. Tout ce que vous pouvez faire avec JSP, vous pouvez le faire avec servlet parce que JSP, c'est une servlet, c'est juste la forme. C'est clair? Bien. Alors, maintenant, quand vous utilisez servlet et JSP, les deux dans une application, alors vous avez besoin sans doute de voir comment passer du contrôleur vers la JSP, vers la vue. Alors en fait, pour passer d'un contrôleur vers une vue, donc en fait, vous avez deux façons de faire. Il y a ce qu'on appelle le forwarding et la redirection. Donc là, il va falloir comprendre la différence entre c'est quoi forward et redirection. Alors dans le cas de forward, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez un client qui envoie une requête HTTP. Bon, la requête HTTP, il arrive vers le contrôleur, servlet. Le contrôleur, qu'est-ce qu'il fait généralement? Il fait le traitement, il prépare les données dans le modèle, etc., etc. Mais à la fin, quand il veut générer des codes HTML, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il va faire appel à la page JSP. Il va forwarder la requête, c'est-à-dire la même requête HTTP, une fois qu'il est traité, parce qu'en fait, la requête, qu'est-ce qu'il y a dans une requête? Principalement, il y a l'objet request et response. Quand la servlet va faire le traitement, il va faire appel à la vue JSP. La JSP, qu'est-ce qu'il récupère quand cette opération de forward? En fait, la servlet va lui transmettre de l'objet request et l'objet response. Donc, c'est-à-dire la JSP, il va faire son travail, il va récupérer les mêmes objets request et response, et après, il va générer des codes HTML. Et après, ce code HTML va être envoyé vers le client. Ça veut dire, dans le cas de forwarding, le client ne connaît pas la JSP. Le browser, c'est-à-dire votre application frontale, tout ce qu'il connaît, c'est quoi? C'est servlet. Il ne connaît que la servlet, c'est-à-dire, quand j'envoie la requête HTTP, j'envoie ma requête vers le contrôleur. Le contrôleur, lui, il fait le traitement, il fait appel à la vue va générer le code HTML, et ce code HTML va être envoyé vers le client. Donc, cette opération, ça s'appelle forwarding. Ok? Alors, c'est comme si, par exemple, moi, alors, ce qui est disponible. J'appelle ton nom? Hein? Amina et Haoula, voilà. Okay. Alors, moi, en fait, quand j'ai le numéro de téléphone de Amina, donc je l'appelle, je suis le client, je lui pose une question. D'accord? Alors, je lui pose la question. Et après, Amina n'a pas de réponse à me donner. Alors, comme il n'a pas de réponse, qu'est-ce qu'il va faire? Ma même question, il va la poser à Haoula. Vous voyez donc, la même question, il va la forwarder. C'est ça, forward. Donc, il va poser la même question à Haoula. La question. Haoula va lui donner la réponse. N'est-ce pas? Et Amina va m'envoyer la réponse. Donc, moi, est-ce que je connais Haoula, non? Moi, je connais que le contrôleur. J'envoie la requête, il me répond. Mais derrière, c'est-à-dire que derrière, le contrôleur fait un forward vers c'est-à-dire les vues qui vont générer de rendus. C'est-à-dire, le contrôleur, généralement, il fait appel à d'autres applications qui vont lui permettre parfois de générer soit le rendu HTML, soit le rendu JSON, soit etc. N'est-ce pas? C'est des librairies qu'il va utiliser souvent pour faire ce travail. Donc ça, c'est l'opération de forward. Généralement, c'est ce qui est utilisé donc, quand on est dans MVC. N'est-ce pas? Alors maintenant, au lieu de faire parfois forward, on fait la redirection. Alors la redirection, c'est différent. Regardez bien. Dans la redirection, d'ailleurs, si vous voulez faire forward, pour faire un forward, qu'est-ce qu'on fait? On utilise, vous voyez donc l'objet request. Donc je suis dans une servlet, request.get request dispatcher. Je vais faire un dispatch vers quelle vue? View.jsp. Et j'appelle forward et je lui transmets quoi? L'objet request et l'objet à l'espace. Et après, par la suite, si vous voulez transmettre des données, par exemple, ici dans mon cas ici, la servlet va récupérer le paramètre name. Ensuite, ce paramètre name, il va le stocker dans l'objet request.
Alors pour ajouter le modèle, c'est-à-dire les données qu'on va transmettre à la vue, pour lui transmettre des données, bah, tout simplement la solution c'est de les stocker dans l'objet request en utilisant set attribute. Donc je vais créer un attribut dans l'objet request qui s'appelle input data, dans lequel je mets name. Et après je fais un forward, je vais lui forwarder l'objet request et l'objet response. Alors qu'est-ce qu'il va faire la vue? Ben, la vue à partir de l'objet request, il va utiliser get, il va récupérer un paramètre qui s'appelle input data, c'est-à-dire ce paramètre-là. Cet attribut, il va le récupérer, il récupère la valeur. Alors généralement, la méthode getAttribute retourne un objet de type object, c'est pour cela qu'on a besoin de faire un cast. Et après, je vais afficher le nom. Alors vous voyez ici, le forwarding, qu'est-ce qui se passe? J'appelle hello, et qu'est-ce que je reçois ici? Hello Mohamed from JSP. Mais moi j'ai appelé le contrôleur, mais il m'a répondu, mais le rendu que j'ai ici, le rendu HTML, c'est JSP qui l'a généré. Mais est-ce que je vois ici .jsp? Non. Ça c'est le forward. D'accord? Donc ça veut dire que j'appelle le contrôleur fait un forward vers les vues, il récupère le rendu, et après c'est le contrôleur qui va envoyer la réponse. C'est-à-dire il y a une seule requête. Alors que si vous utilisez la redirection, c'est différent. Alors dans la redirection, qu'est-ce qui va se passer? Dans la redirection, ben, ce qui se passe c'est ça, regardez bien. Quand on appelle la requête HTTP, quand j'envoie la requête HTTP, la méthode s'exécute. Et après ici, on va utiliser response.send redirect. Je vais rediriger vers quoi? Vers view.jsp. Alors qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Dans la redirection, le client envoie une requête à R1, la première requête, vers le contrôleur. Le contrôleur, il fait un traitement et après, il utilise response.send redirect. Et quand vous utilisez send redirect, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous envoyez une réponse HTTP, c'est-à-dire que send redirect, il envoie une réponse HTTP vers le browser. Ça, c'est une réponse. Et cette réponse HTTP, il contient un header qui s'appelle location. Deux points. Vous voyez donc, send redirect, il envoie une réponse HTTP qui contient déjà status code. Le status code, c'est la valeur, c'est 301. 300. La redirection, c'est 301. 300. Donc, vous savez, dans une réponse HTTP, il y a ce qu'on appelle status code, n'est-ce pas? Ça peut être 200, ça peut être 404, ça peut être etc. etc. Alors, si c'est 301, donc c'est-à-dire ça, il va renvoyer une réponse HTTP dans le code. Le status code, c'est 301. Et location, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura view.jsp. Donc, ça veut dire que le browser, le navigateur, il reçoit une réponse HTTP qui contient ça. Et dès que le browser reçoit une réponse HTTP qui contient 301, il sait qu'il s'agit d'une redirection. Qu'est-ce qu'il fait? Il récupère la valeur qui se trouve dans location et après, il va encore envoyer une autre requête R2 vers cette fois-ci vers view.jsp. Et après, view.jsp va s'exécuter, après, il va donner la réponse. Vous voyez, donc dans une redirection, il y a combien de requêtes? 2. C'est complètement différent. Alors, si je veux, par exemple, reprendre le même exemple ici, la redirection, c'est quoi? C'est que j'appelle Amina, je lui pose la question. Voilà, exactement. Je lui pose la question et après, il va me dire je n'ai pas de réponse, mais je vais te donner le numéro de téléphone de Khawla. Donc, je prends le numéro de téléphone de Khawla. Après, j'appelle Khawla qui va me donner la réponse. Donc, ça, c'est quoi? C'est une redirection. Vous voyez donc la différence entre la redirection et forward. C'est très important. Alors, dans les applications web, parfois, on utilise des forwards parce que c'est pratique. Il y a des situations dans lesquelles on a besoin de faire la redirection. Alors, pour vous, dans PHP, souvent, pour faire la redirection, quelle est l'instruction que vous utilisez? Ben, je parle de PHP parce que je sais que vous avez fait du PHP. Donc, vous utilisez quoi? La fonction header. Entre parenthèses, vous mettez
location, deux points, et vous mettez la page .php par exemple. Faites appel à une page PHP. Ça c'est quoi? C'est de la redirection. Alors que si vous voulez faire le forward, c'est pas ça. Forward, donc vous faites, vous utilisez quoi? Vous utilisez require ou require once, des trucs comme ça. .php. Donc c'est-à-dire qu'en fait j'exécute un script qui fait appel à un autre script. Donc ça c'est des forward, n'est-ce pas? Alors que header location c'est plutôt une redirection. Il faut bien comprendre la différence. C'est très très important. Alors ça c'est redirection et ça c'est forward. Ouf. Ça c'est la technologie web J2E. C'est-à-dire si vous voulez faire vous voulez faire une certification J2E, J2E, c'est pas Spring. Une spécification J2E. Dans la certification, c'est quoi servlet? JSP, request, forward. Ça, c'est la technologie, comme il a été créé dans les spécifications J2E. D'accord? Alors maintenant, dans la pratique, quand on va développer des applications, il faut utiliser des frameworks, n'est-ce pas? Alors maintenant, on va voir comment on va faire la même chose, mais en utilisant des frameworks. Spring, notamment. Mais n'oubliez jamais ça, n'est-ce pas? Parce que les gens, généralement, qui commencent à produire des applications basées sur Spring sans passer via ça, c'est point d'interrogation. C'est toujours un grand point, parce qu'il faut savoir, c'est d'abord l'architecture, il faut connaître le moteur servlet, c'est quoi? JSP, le cycle de vie de servlet, comment on déploie une servlet, tout ça c'est des technologies. Parce que quand vous allez travailler en entreprise, il n'y a pas que les niveaux projet, n'est-ce pas? Parfois vous travaillez dans la migration ou bien la maintenance de d'autres projets qui existent déjà, n'est-ce pas? Et quand vous trouvez parfois des anciens projets, et parfois par surprise, il y a des anciens projets que vous allez trouver encore des JSP, etc. Servlet, vous allez trouver donc WebXML, donc tout ça il faut le connaître. Parce que si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment un petit trou noir dans votre carrière. Alors, donc ce que je n'ai pas dit ici dans la redirection, c'est ça. C'est que quand vous faites la redirection, vous voyez donc quand vous faites la redirection, il s'agit bien, quand vous allez vers JSP, il s'agit d'une deuxième requête, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire quand vous faites la redirection, toutes les données que vous avez, si par exemple vous avez stocké des données dans l'objet request, ici, le modèle, et vous faites la redirection vers JSP, est-ce que dans cet objet request, vous pouvez récupérer les paramètres de l'objet request que vous avez dans le servlet? Non. Parce qu'il s'agit d'une nouvelle requête. Vous perdez, c'est un nouveau objet request. Donc le seul moyen quand vous faites la redirection pour transmettre des paramètres de servlet vers JSP, c'est d'envoyer sur l'URL, vous mettez point d'interrogation, vous mettez name égale name. C'est-à-dire, quand je fais la redirection, je fais la redirection et je te transmets des paramètres dans l'URL. Et dans ce cas-là, ici, request.getParameter directement, je récupère le nom. Alors que tout à l'heure, c'était différent parce que ici, request set attribute, dans l'objet request, je peux stocker carrément un objet, le modèle, que je transmets vers la JSP, et après, elle va récupérer les données du modèle. Et d'ailleurs, vous voyez ici, donc, quand vous appelez, dans forward, quand vous appelez le contrôleur, tout simplement, il vous répond, mais c'est le contrôleur que vous voyez là. Mais par contre, ici, quand vous tapez http localhost/hello, regardez, qu'est-ce que vous voyez dans le résultat? Ici, je vois view. Et ça, c'est la redirection. C'est-à-dire, je tape /hello, mais l'URL va changer. Il s'agit d'une redirection. Voilà. Alors maintenant, passons à la pratique. Parce que là, c'est vrai, il y a quelques années, on passe quand même un peu de temps pour faire des activités pratiques sur Servlet, JSP, comprendre comment, etc. Mais si un jour vous décidez vous-même de créer un nouveau framework,
web J2E, c'est très important de revenir sur la base de servlet, mais juste le temps ne le permet pas. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons passer directement à la partie Spring MVC. Alors regardez bien. Alors maintenant, dans la pratique, donc pour développer des applications web J2E, ben, il faut utiliser un framework parce que si vous n'utilisez pas de framework, vous allez vraiment passer beaucoup de temps à développer vos applications. Alors historiquement, il y a des frameworks qui sont connus. Ben, le plus ancien framework, ça s'appelle Struts. Ça c'est carrément à l'époque des années ça fait très longtemps, hein, les années 2000. À l'époque, les développeurs J2E, c'est quoi J2E? C'est Struts Hibernate. Struts pour le web et Hibernate côté accès aux bases de données. C'est les frameworks, on va dire, standard. Alors Struts, c'était pour le web, c'était le framework qui était très, très populaire. Après, il y a Sun a créé une spécification qui s'appelle GSF, Java Server Faces. Et après, les développeurs, ils se posaient la question, Struts ou de la GSF, qui est le mieux, etc., etc. Alors qu'il y avait une petite bagarre entre... parce qu'en fait, le même développeur de Struts, c'est lui qui a développé GSF chez Sun Microsystems. Mais les choses, c'est que ça se passait mal pour Struts et GSF, c'est-à-dire ils avaient du mal à évoluer. Pourquoi? Parce que il y avait en parallèle d'autres frameworks comme Spring MVC. Alors Spring MVC avec les annotations, la généricité, vous savez un petit peu l'histoire. Donc il a proposé un modèle qui est plus intéressant. Donc ce qui fait que quasiment Struts, ça c'est le passé. Donc actuellement, c'est plus l'actualité. C'est très 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 rare c'est-à-dire de développer un nouveau projet qui est basé sur Struts, ça c'est on oublie complètement. Mais par contre, si vous travaillez dans des projets où il y a de la maintenance, de la TMA, notamment, vous risquez de trouver encore Struts 1 ou Struts 2. Alors GSF, la même chose. C'est parce que GSF fait partie des spécifications J2E, on le voyait comme le standard. Parce qu'en fait, Sun Microsystems voulait créer, comme il a créé GPA, il voulait créer GSF pour devenir un standard. Mais GSF ne s'est pas imposé réellement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a d'autres solutions qui sont beaucoup plus simples. C'est parce que tout simplement Spring Framework a proposé un modèle qui est plus intéressant. Donc c'est la raison pour laquelle actuellement, dans la majorité des cas, quand vous utilisez Spring Framework, il vaudrait mieux utiliser Spring MVC. Vous pouvez bien utiliser Spring avec Struts. C'est-à-dire Spring pour faire l'inversion de contrôle et tout ce que vous voulez. Mais pour le web, vous dites je vais utiliser Struts. Ou bien vous pouvez utiliser GSF, Spring avec GSF. Mais généralement, dans la pratique, c'est que si vous travaillez avec Spring, pour la partie web, il vaudrait mieux utiliser Spring MVC. Alors en fait, avec Spring MVC, qu'est-ce que vous avez? Avec Spring MVC, finalement, vous n'aurez plus besoin de créer de servlets. Alors les frameworks vous offrent un contrôleur, une servlette, qui s'appelle Dispatcher Servlet. C'est-à-dire quand vous travaillez avec Spring, vous avez déjà un contrôleur principal, ce qu'on appelle un front controller, ou bien un contrôleur frontal, qui est Dispatcher Servlet. C'est quoi son rôle? Eh bien, tout simplement, toutes les requêtes HTTP que vous envoyez vers la requête, ils vont passer via Dispatcher Servlet. Alors avec Spring Boot, vous n'avez pas besoin de déployer ça dans un fichier web XML. Parce que par défaut, dès que vous démarrez l'application, vous tapez n'importe quoi, toutes les requêtes, ils passent par défaut via Dispatcher Servlet. C'est-à-dire que Dispatcher Servlet, il est déployé. Il suffit d'ajouter la dépendance web dans votre projet, comme on a fait la dernière fois. Au démarrage, Dispatcher Servlet, il est déployé. Donc, vous n'avez pas besoin de le déployer dans le fichier web XML. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, avec Spring MVC, l'idée c'est quoi? C'est que quand vous envoyez une requête HTTP, vous mettez HTTP par exemple /action1, vous envoyez une requête. Dispatcher Servlet, quand il reçoit la requête, il fait appel à une classe
que vous allez appeler le contrôleur, qu'on appelle le contrôleur. En fait, le contrôleur, c'est quoi? Le contrôleur, c'est une classe Java que vous allez créer, c'est une simple classe Java, dans laquelle vous créez des méthodes. Vous créez une méthode action 1, action 2, etc. De façon à ce que quand je vais taper http /action 1, bah, qu'est-ce qui se passe? Quand je tape /action 1, eh c'est la méthode action 1 qui va s'exécuter. Quand je vais taper par exemple /action 2, c'est la méthode action 2 qui va s'exécuter. Après, on va voir, on n'est pas obligé de mettre exactement le même nom de la méthode ici, parce que grâce aux annotations encore, on va utiliser ce mapping, n'est-ce pas? Bon, l'idée principale, c'est que à partir de l'URL, dispatcher servlet en fonction de l'URL que vous mettez là, il fait appel à une méthode qui se trouve dans le contrôleur. Et cette méthode, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait appel, dans la méthode, on fait appel à la couche métier, on récupère un résultat, comme d'habitude. Ce résultat, on va le stocker dans le modèle. Alors le modèle, vous n'avez pas besoin de créer une classe parce que vous allez utiliser un modèle qui est fourni par Spring MVC. Une fois qu'on va stocker le résultat dans le modèle, on va faire un forward ou bien une redirection. Tout dépend de ce qu'on veut. Donc on va retourner la vue. C'est-à-dire que le contrôleur va retourner le nom de la vue qui va être appelée. Et après, qu'est-ce qu'il va faire dispatcher servlet? Il fait appel à la vue. Et la vue va récupérer. Il va récupérer quoi? Il va récupérer les résultats à partir du modèle. Et après, il va générer le rendu. Et ce rendu va être envoyé vers le client. Donc finalement, on est toujours dans la même logique, MVC. N'est-ce pas? La seule différence maintenant, c'est que vous n'aurez plus besoin de créer de servlet parce que la servlet elle est fournie par le framework. C'est ce qu'on appelle le dispatcher servlet, le contrôleur frontal. Oui. Alors ça c'est MVC2. Effectivement, la question qui se pose souvent, c'est quoi la différence entre MVC et MVC2? Alors pour vous dire que dans MVC, on peut créer plusieurs servlets, plusieurs contrôleurs. Dans le pattern MVC, dans l'application, je peux créer plusieurs contrôleurs. N'est-ce pas? Alors que dans MVC2, je parlais, donc je ne sais pas ce que je disais tout à l'heure, parce que ce matin-là, je ne suis pas très, très normal. Alors, dans MVC, on peut utiliser plusieurs contrôleurs. Mais dans MVC2, single control. D'accord? Alors, généralement, le contrôleur frontal qui est unique. C'est-à-dire une seule servlette dans votre application. Okay? Ça, c'est effectivement MVC2. C'est clair? Maintenant, pour comprendre comment ça marche, voilà ce qu'on va faire. Donc, j'espère terminer. Il me reste encore un slide avant la pause. Voilà. Regardez bien. Alors, ici, si vous voulez comprendre comment ça marche, donc quand vous tapez, l'utilisateur va taper par exemple http get/index. Donc la requête, il passe via dispatcher servlet. Dispatcher servlet, lui, il va faire appel à un contrôleur. Alors dans Spring MVC, pour créer un contrôleur, il suffit de créer une classe qui utilise la notation contrôleur. Donc ça, c'est notre contrôleur. À vrai dire, le contrôleur, c'est quoi? C'est dispatcher servlet. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un contrôleur secondaire ou bien un sous-contrôleur en réalité. Dans MVC2, on devrait l'appeler sous-contrôleur. Parce que le contrôleur principal, c'est dispatcher servlet. Mais par abus de langage, on l'appelle tout simplement un contrôleur. Alors, dans ce contrôleur-là, dans cette classe, alors forcément, si vous avez besoin de faire les traitements, vous pouvez faire appel à, par exemple, on va déclarer un objet de type produit repository. Vous faites l'injection des dépendances, c'est-à-dire, c'est normal parce que vous avez besoin de faire appel à la couche DA ou bien la couche métier. Et après, dans ce contrôleur, vous allez créer des méthodes. On va créer une méthode qu'on va appeler list produit. Alors, cette méthode-là, quand est-ce qu'elle va s'exécuter? Eh bien, tout simplement, ici, on va utiliser une annotation getMapping. GetMapping/index, ça veut dire quoi? Vous êtes en train de dire à Spring MVC, quand une requête HTTP est envoyée avec get, avec quelle path? /index, c'est ça. Get/index. Quand une requête est envoyée avec get, avec dans le path et /index, ben c'est cette méthode que tu vas
exécuter. Et après cette méthode s'exécute. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette méthode? On va utiliser produit repository.find all. On va récupérer la liste de tous les produits. Maintenant, cette liste-là, on voudrait maintenant l'afficher au format HTML. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, cette liste, on va la stocker dans le modèle. Donc, avec Spring MVC, si vous voulez utiliser le modèle, il suffit de déclarer un objet de type modèle dans la méthode. Et le modèle, c'est quoi? C'est un objet de type map, key value, dans lequel vous pouvez stocker toutes les données que vous voulez afficher dans la vue. Alors, pour faire ça, on va utiliser donc modèle.add_attribute, c'est-à-dire dans le modèle, on va ajouter un attribut qu'on va appeler liste produit. Et qu'est-ce qu'on va stocker dans cette liste produit? On va stocker ici, on va stocker cette liste, n'est-ce pas? Alors maintenant, une fois que je stocke le résultat dans le modèle, vous voyez donc je suis en train de stocker le résultat dans le modèle. Qu'est-ce qui reste? Je vais retourner le nom de la vue. Alors quand je vais retourner le nom de la vue, je la retourne à qui? À Dispatcher Servlet, n'est-ce pas? Et Dispatcher Servlet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel à la vue. Alors maintenant, pour créer des vues, vous pouvez utiliser JSP. Mais c'est déconseillé. Donc, quand vous travaillez avec des frameworks, sachez que JSP, c'est une mauvaise affaire. Donc, il n'est plus utilisé. Pourquoi? Parce que les frameworks offrent quelque chose de mieux. C'est ce qu'on appelle les moteurs de template. Alors, parmi les moteurs de template que vous pouvez utiliser avec Spring MVC, il y en a beaucoup. Il y a TeamLeaf. Alors, TeamLeaf, donc c'est un moteur de template. Il n'est pas le seul. On va voir, il y a FreeMaker, il y a Groovy Template. Il y en a beaucoup. Alors, ceux qui travaillent peut-être avec PHP, si vous avez travaillé avec Symfony, il y a Twig. Twig, c'est un moteur de template. Bon, c'est-à-dire que généralement, les frameworks, ils offrent ce qu'on appelle des moteurs de template qui vont vous permettre de générer facilement le code HTML. Alors, dans notre cas, on va utiliser un moteur de template qui s'appelle TeamLeaf. Alors, donc, quand Dispatcher Servlet va recevoir le nom de la vue, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le Dispatcher Servlet, il fait appel au moteur de template. C'est le moteur de template qui est TeamLeaf. Et il va lui demander de traiter la vue. Alors, dans la configuration par défaut, toutes les vues basées sur TeamLeaf portent l'extension .html. Donc, ça veut dire que tout simplement, la vue pour moi, il va chercher un fichier qui s'appelle vue.html. C'est qui va finalement traiter ce fichier vue.html? C'est TeamLeaf. Ça n'a rien à voir avec JSP. Ce n'est pas une servlet, n'est-ce pas? Alors, regardez qu'est-ce qu'il y a dans cette vue JSP. Pour travailler avec TeamLeaf, il suffit de déclarer une page HTML. Alors, vous aurez besoin de déclarer le namespace, les namespaces qui représentent le moteur de template TeamLeaf. En utilisant XML NS 2. On va utiliser un préfixe, c'est à vous de choisir, donc TH par exemple, généralement. Et là, vous mettez tout simplement le nom de la librairie, soi-disant. C'est ce qu'on appelle le namespace. Alors ici, donc, pour TeamLeaf, c'est http://www.teamleaf.org. Donc, c'est juste l'identifiant de la librairie TeamLeaf si vous voulez l'utiliser dans HTML. Après, on va voir, il y a d'autres namespaces qu'on peut ajouter en fonction des cas. Et dans notre vue, qu'est-ce que je veux faire? Je veux afficher la liste des produits. Et vous savez, pour afficher la liste des produits, vous créez un table, tr, etc. Et à un moment donné, on va faire une boucle. On va faire une boucle pour afficher la liste des produits. Alors, pour faire cette boucle-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser tr et on va utiliser th-each. Alors, vous voyez donc th-each, c'est pas du HTML, n'est-ce pas? Donc, c'est une directive de TeamLeaf. Each, c'est quoi? Ça veut dire c'est for each, si vous voulez. Alors, quand vous dites th-each, c'est quand vous dites à TeamLeaf, tu me fais une boucle, fais-moi une boucle, for each. Et c'est quoi l'expression? Ici, l'expression, c'est P, 2 points. Pour chaque objet P, 2 points, de quoi? La liste. Alors maintenant, pour chercher quelque chose dans le modèle, il suffit d'utiliser $ entre accolades. Ça, c'est une expression TeamLeaf. Alors, TeamLeaf, quand il trouve $ accolade, bon, liste produit, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher dans le modèle un attribut qui s'appelle liste produit. Qu'est-ce qu'il récupère? Une liste. Il fait for each. Pour chaque produit P, qu'est-ce qu'on va faire? On va générer un TR.
Et dans ce TR-là, je vais mettre plusieurs TD. Et dans ces TD, on va utiliser, entre TD et slash TD, je veux afficher un texte. Donc, je vais utiliser TH texte. Et qu'est-ce que je vais afficher? P. Alors, P, c'est une expression, donc je dois encore utiliser $, entre accolades. P, qu'est-ce qui m'intéresse dans l'objet P? C'est l'attribut ID. Donc, automatiquement, il va chercher le get ID, getter, les getters. P.désignation, P.prix, P.quantité. Vous voyez donc, ça, c'est pas du JSP. C'est une vue basée sur le moteur de template TeamLeaf. L'avantage de Spring, c'est qu'il ne vous oblige pas de travailler avec TeamLeaf. Il vous dit, si vous voulez travailler avec, par exemple, FreeMaker, vous utilisez. Alors, vous aurez la syntaxe qui change. Si vous avez l'habitude de travailler déjà avec un moteur de template que vous avez l'habitude d'utiliser, vous pouvez l'utiliser avec Spring MVC. Donc, c'est ça l'un des points forts de Spring, c'est qu'il n'impose pas un moteur de template. Et même si vous voulez travailler avec JSP, vous pouvez travailler avec JSP. Mais c'est, comme je disais, donc ça fait partie du passé. Donc, mais ce n'est pas pratique de travailler avec JSP. C'est clair? Alors maintenant, ce slide-là, il résume un petit peu comment on va créer nos applications basées sur Spring MVC. Alors ça, c'est le rendu côté serveur. Et si vous faites le rendu côté client, quand on va utiliser l'approche rendu côté client, on n'a plus besoin d'utiliser le moteur de template. Donc, quand est-ce qu'on utilise un moteur de template côté serveur? Uniquement quand on utilise l'approche rendu côté serveur, c'est-à-dire le rendu HTML, il est généré par le serveur. Alors, si vous utilisez le rendu côté client, donc finalement, avec Spring MVC, au lieu de créer tout simplement un contrôleur, on va utiliser un REST. Un contrôleur REST. Quand vous dites REST contrôleur, dans ce cas-là, regardez bien, quand vous appelez liste produit, n'est-ce pas? Liste produit. Ici, on va retourner directement quoi? La liste des produits. Donc, du moment que c'est un REST contrôleur, et bien tout simplement, la liste des produits, il va être converti directement en format JSON. C'est-à-dire, quand j'envoie la requête HTTP, finalement, c'est cette méthode qui va s'exécuter. Cette méthode va récupérer la liste et on va retourner directement là. La liste. Donc ici, vous n'avez pas besoin d'utiliser un moteur de template. Un moteur de rendu côté serveur, on n'a pas besoin. Parce que par défaut, Spring il va utiliser une librairie qui s'appelle Jackson, qui va prendre la liste des produits et il va la convertir en format JSON. Et après, du coup, donc, dans l'approche rendu côté client, le client, cette fois-ci, il va recevoir des données au format JSON. Et après, c'est côté client que nous aurons besoin d'utiliser un moteur de template. Vous voyez donc notre moteur de template qu'on va utiliser dans un premier temps, TeamLeaf côté serveur. Dans l'approche rendu côté client, il faut l'utiliser côté client. Alors, et dans ce cas-là, vous aurez besoin d'utiliser un framework comme Angular, ou bien React, ou bien Vue.js, et chaque framework offre un moteur de template. Bon, c'est finalement ces moteurs de template côté client qui vont se charger de prendre les données de JSON et de générer le code HTML. C'est-à-dire que le code HTML, il est généré côté client, en utilisant donc des moteurs de template qui sont fournis par le framework, comme par exemple Angular. C'est clair? Voilà. Alors ça, c'est la technologie web en 2 heures. Alors maintenant, après la pause, je vais faire les démos. Donc une démo pour voir un premier exemple d'application. Et vite fait, je suis sûr que vous allez comprendre le principe et ça va vite. Alors sans négliger les concepts de base. D'accord? Parce que les concepts de base, on a parlé de beaucoup de choses. Maintenant, pour la pratique, sans doute, ça va être beaucoup plus simple. Mais n'oublie pas que la base, c'est quoi finalement? Est-ce que je vois ici servlette? Est-ce que vous allez créer une servlette? Non, mais quand vous allez travailler avec le contrôleur, vous allez voir qu'à un moment donné, surtout quand on va travailler avec Spring Security, vous allez voir finalement, on va revenir cet objet request, response. C'est des choses qui sont très importantes c'est des choses qu'il faut comprendre pour pouvoir les intégrer dans l'application. Je pense que la pause elle est déjà passée.
Alors, on va prendre la pause et dans 15 minutes, on va revenir, on va faire quelques démos.